Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Merci de nous rester fidèles sur la chaîne Web Info TV. Bienvenue dans cette nouvelle émission Décryptage. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique intitulée la corruption, le tribalisme, le clientélisme et la mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo. Quelles sont les actions que les jeunes peuvent entreprendre pour lutter contre ces fléaux? Alors, dans un pays marqué par de nombreux défis sociopolitiques, la jeunesse congolaise se soulève, animée par un esprit de changement. Il s'engage à lutter contre les maux qui rongent la RDC depuis des décennies, notamment la corruption, le clientélisme, le tribalisme, l'insécurité aussi et la mauvaise gouvernance. Au cœur de ce fléau dévastateur, les jeunes refusent de se taire et choisissent de prendre part activement à la construction d'une société plus équitable et juste, mais aussi pacifique. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir dans cette émission Christophe Mouissa, activiste du mouvement citoyen Filimbi. Dans cette émission, nous allons explorer avec lui les multiples initiatives que les jeunes peuvent mettre en place pour combattre ces problématiques dévastatrices et contribuer à la création d'une société plus égalitaire et équilibrée. Monsieur Christophe Mouissa, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, la première question, quelles sont, selon vous, les principales formes de corruption auxquelles vous êtes toujours confrontés dans votre combat d'activisme? Merci beaucoup de nous avoir associés à ces débats, aussi très importants pour la République, mais également pour toute la société congolaise, mais également par rapport aux institutions de la République qui nous suivent à ce net moment. Il faut dire que la corruption fait partie des grandes antivaleurs qui ne fait pas fonctionner un État ou une société tout entière. Mais si on peut encore aller dans les plus bas niveaux, ça ruine même l'éducation, ça ruine le fonctionnement de l'administration. Et malheureusement, un pays sans avenir, c'est là où il y a la promotion de la corruption, du tribalisme et toutes les autres antivaleurs que vous avez citées comme sujet principal de cette émission. Alors, il y a plusieurs formes de corruption. Il y a des corruptions morales, il y a des dettes morales, et il y a des corruptions par contrainte, comme ce que nous vivons à un certain moment, où vous êtes dans une société où on vous pousse à corrompre pour accéder à certaines fonctions ou pour avoir les privilèges de certains avantages qui ne sont pas vraiment monnayés et qui ne doivent pas être monnayés, mais on vous pousse par une certaine contrainte à les faire pour accéder à une telle ou tel autre avantage. Et alors, ça, c'est un sérieux problème pour le fonctionnement de tout un État. Alors, comment votre mouvement citoyen sensibilise-t-il la population sur les conséquences de la corruption, par exemple? Filimbi, c'est un mouvement qui est trop actif dans ce genre d'activités, surtout dans le cadre des dénonciations de tout cas d'injustice, d'inégalité, mais également de mauvaise gouvernance. Nous faisons partie aujourd'hui d'un grand réseau qu'on appelle Le Congo n'est pas à vendre, qui fait vraiment un grand combat contre la corruption. Et nous sommes à côté de l'Office des dépenses publiques qu'on appelle ODEP. Et ODEP audite chaque mois les dépenses qui ont été concoctées ou qui ont été faites par les entreprises publiques, les institutions politiques, mais également tout établissement public qui travaille en partenariat avec le gouvernement. Et nous avons dénoncé plusieurs cas, parmi lesquels les contrats qui avaient été signés entre le gouvernement et Semlex dans le cadre de la production des passeports. Okay. Et c'était un contrat qui ne respectait pas d'ailleurs les règles. Malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement a reconduit la coopération. C'est une société belge, absolument. Et nous, au sein de Filimbi, à travers Le Congo n'est pas à vendre, on avait déposé une plainte contre cette société en Belgique. Et qu'est-ce que vous avez fustigé? Nous avions fustigé premièrement les contrats qui étaient léonins, qui ne respectaient pas la procédure. D'une part, il n'y avait pas la traçabilité de toute la somme qui était collectée vers les trésors publics, mais également la famille de l'ancien président Kabila qui avait de grandes parts dans cette société et la majorité d'argent qui devrait revenir à l'État était beaucoup plus canalisée vers les caisses des individus de la famille Kabila. Est-ce que ce combat a eu des fruits
Oui, le combat a eu des fruits parce que de l'autre côté, nous avons qu'il y ait une rupture de ce contrat entre le gouvernement congolais et la société Semlex. Mais après plusieurs tractations où on n'avait pas des expertises au niveau national pour que nous puissions commencer nous-mêmes à produire des passeports, et il est à souligner que les passeports congolais sont parmi les passeports les plus chers au monde. Mais on dirait que les prix a été revu à la baisse. Le prix est revu à la baisse. $99. Théoriquement, par le président Tshisekedi à son accession au pouvoir, mais pratiquement aujourd'hui, les prix est resté presque les mêmes parce que si vous cherchez les passeports aujourd'hui, non seulement ça va durer, mais également ça pourrait vous demander beaucoup d'argent. Parce que vous êtes à Bukavu, vous faites d'abord la capture, ça doit être envoyé au centre de livraison à Kinshasa et ça prend une longue durée et toutes ces étapes, on sera en train de vous demander de l'argent. C'est qu'il y a encore une nouvelle forme de corruption. Okay. Il y a eu un autre dossier, c'est par rapport à ce qu'on a appelé ITIE. ITIE, c'est dans le cadre des ressources naturelles, l'exploitation minière avec la société Ventora de Dan Getler, qui a signé aussi, au lieu de signer des contrats qui respectent la procédure avec le ministère des Mines, c'est directement la présidence qui a signé ces contrats. C'est à l'époque de Kabila. Mais oui, mais qui a été cautionné par le président Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui. Depuis, ce sont au fait des faits qui nous prouvent à suffisance que la corruption a été généralisée presque dans tous les secteurs, hormis ce dont je viens d'expliquer ici. Vous avez suivi le procès 100 jours où l'argent a été perdu, le projet, le financement de Covid, financement d'Ebola, et aujourd'hui même dans l'enseignement, il y a eu des détournements et détournements. Les auteurs sont là, l'impunité qui règne jusqu'aujourd'hui, parce que ça a été fait avec Oli Lunga, l'ancien ministre de la Santé, puis Yete Nulongondo, ministre de la Santé, aujourd'hui sans suite. Alors on se pose la question, est-ce que notre gouvernement a véritablement le souci de se ranger dans ce combat de lutte contre la corruption, ou soit c'était juste des slogans créés qu'on nous a vendus ici. Le peuple d'abord, le président a créé une agence, une coordination de lutte contre la corruption dans son propre cabinet, où celui qui était même le coordonnateur de ce projet, lui-même s'est fait corrompre. Vous comprenez l'entourage du chef de l'État? Le président, le coordonnateur de cette agence de lutte contre la corruption, lui-même s'est retrouvé dans des actes de corruption. L'IGF qui nous a aidé à faire des révélations par rapport aux détournements qui se sont observés. Donc, nous pensons que c'est très difficile de lutter contre la corruption tant qu'on n'est pas encore dans un véritable état de droit, comme le prône le président de la République. Mais visiblement, sur le terrain, rien ne vit. Et nous nous posons la question, est-ce que nous pouvons continuer avec ce genre de fléaux, d'antivaleurs qui caractérisent nos institutions, qui caractérisent nos dirigeants? Donc ici, c'est maintenant une logique dans laquelle nous voulons nous inscrire, pas seulement de changer la majorité par l'opposition ou l'opposition par la majorité, mais de changer les acteurs médiocres par des excellents qui ont des projets et qui sont véritablement engagés dans cette lutte acharnée contre la corruption. C'est le problème d'abord d'acteurs. Parce que même ce système est confectionné par les acteurs. C'est pour autant dire que ce sont des acteurs qui commettent des faits qui doivent être punis par la loi. Et malheureusement, que ce soit du côté de la justice, que ce soit du côté de l'armée, de la sécurité, que ce soit du côté des acteurs qui sont nommés, élus par les peuples, d'une part, et nommés par les exécutifs, tous sont plongés dans les mêmes antivaleurs et vous verrez que nous n'avons pas de leader visionnaire, la corruption. Deuxièmement, chaque leader s'identifie en fonction de sa tribu, ce qui n'est pas normal. Là, c'est le problème des vous le voyez tous, lorsqu'il y a par exemple le processus d'enrôlement, au lieu de s'enrôler là où ils exercent, parce que la plupart vivent dans les institutions à Kinshasa, pourquoi ne peuvent-ils pas se faire enrôler à Kinshasa? Ils viennent dans leur... Tous, ils reviennent, pas seulement même dans des chefs-lieux, mais jusque dans leur territoire d'origine, dans leur village d'origine. C'est pour autant dire que chacun, au lieu de s'identifier comme un leader qui incarne cet aspect dignité et dignitariste, tous reviennent dans leurs villages respectifs et ce qui fait sous forme d'une certaine promotion du tribalisme et du clientélisme. La composition de leur cabinet, leurs suppléants, vous trouvez absolument que dans des partis politiques, ce sont juste des individus qui se retrouvent autour d'un intérêt privé et puis ils s'associent d'autres camarades pour se dire « je deviens autorité morale ».
dans leur parti politique, il n'y a jamais eu d'élection. C'est-à-dire qu'il y a une dictature à outrance. Mais oui. Et comment les gens qui sont animés par une telle dictature dans leur propre famille politique, vous voulez qu'ils exercent le pays dans une totale démocratie? Aujourd'hui, on est en train de le dire et ce n'est pas un secret de polichinelle. Ce régime ici de Tshisekedi, c'est un régime qui nous a fait reculer sur le plan démocratique, sur le plan de respect des droits humains. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. La présidence qui est vidée de toute substance d'une institution respectée et respectable. Et aujourd'hui, ce qui s'est fait, on s'étonne, on se pose finalement la question, est-ce que nous nous sommes bâtis réellement pour avoir une telle classe politique de 2012 jusqu'à 2018 où nous avions eu la première alternance de façade malheureusement et qui aujourd'hui nous cause encore plus du tort que pendant l'époque de Kabila. Et vous pensez que les sources de tout ça, de tous ces fléaux, le clientélisme, la corruption, le tribalisme, c'est dit à quoi selon vous? Est-ce que c'est le problème d'individus, c'est le problème des systèmes ou c'est le problème des souches depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Bon, on peut fusionner le tout, comme vous venez de le dire. Il y a un problème systémique, il y a un problème de préparation professionnelle, problème d'éducation aussi, il y a un problème du système éducatif, oui. Et il y a un problème, je dirais, d'une certaine force de l'impérialisme qui prône sur la gestion de notre pays. Et vous verrez que quand nous avons des autorités ou des partis politiques qui sont à la quête du pouvoir, ils cherchent beaucoup plus la légitimité et la reconnaissance au niveau de l'extérieur, au lieu de s'intégrer d'abord avec la population pour savoir que veut réellement notre peuple. Parce que nos partis politiques, ils ont des projets de société, mais ces projets de société ne racontent pas les attentes de la population. Raison pour laquelle vous nous voyez, nous, principalement le mouvement Philippe, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un réseau citoyen qu'on appelle Pona Congo. Et ces raisons, aujourd'hui, on a une campagne qu'on appelle Congo Tolingi qui donne la parole aux citoyens, qui va vers les citoyens pour collecter leurs véritables doléances, qui va constituer pour nous un véritable cahier de charges et qui sera considéré comme un contrat social entre nous, population, et les futurs dirigeants qui ont des ambitions de nous diriger. Parce que si nous continuons à croire à ces projets de société des partis politiques, s'ils ont des projets très suicidaires, ils ont des contrats très suicidaires, et vous verrez aujourd'hui que l'IDPS, il est en difficulté de gérer le pays. Pourquoi? Parce que c'est un parti qui a signé de mauvais contrats avec les Occidentaux, si on peut le dire de manière un peu plus claire, et il se soucie plus à se faire légitimer à l'extérieur que de chercher la collaboration et la gestion du pays. Mais est-ce que la responsabilité n'est pas partagée? Les individus également. Oui. J'ai parlé du problème de l'impréparation. Okay. Est-ce que ceux qui nous gèrent aujourd'hui, ils ont été préparés? Est-ce qu'ils ont lu les signes du temps et se retrouvé dans un contexte où ils se disent « nous sommes prêts à gérer » depuis l'indépendance? Le pays accède à son indépendance. Parce qu'ils ont combattu 30 ans dans l'opposition. Il y a un problème de préparation et un problème d'appartenance dans un parti qui a fait beaucoup de bruit. Les gens se réunissent, ils marchent sans aucun projet. Du coup, nous voulons seulement contester, nous voulons seulement manifester. Aujourd'hui, ils sont maintenant au pouvoir. Quel est le projet, dans quel secteur dans lequel le président Tshisekedi gère bien? Disons-nous la vérité. L'économie aujourd'hui, les taux d'échange galopent. Sur tous les plans. C'est à vous de nous dire, vous êtes journaliste d'investigation, vous nous dites, dans tel secteur, les choses marchent bien. Aujourd'hui, nous avons la guerre. On ne peut plus dire que... Le secteur de l'éducation, par exemple, avec l'éducation, il ne suffit pas seulement de déclarer la gratuité de l'enseignement pour dire que ça a réussi ou ça a échoué. Mais on doit nous dire quels sont les mécanismes, les mesures d'application de ce dont nous voulons voir. Sinon, aujourd'hui, ça se décrit par les enseignants, ça se décrit par les parents, ça se décrit même par les enfants eux-mêmes. Est-ce que c'est pour autant dire que nous pouvons louer des choses parce que seulement c'est venu de X ou de Y? Donc, il y a certains projets qui impliquent la participation active des experts dans le domaine, des exécutants et des bénéficiaires. S'il n'y a pas le cumul de ces trois couches, ça sera difficile. Okay. Vous voyez? Donc, nous pensons que ce pays nous appartient à nous tous. Et lorsque vous avez des fonctions officielles de l'État, vous devez représenter un certain nombre de valeurs. Et ce sont de ces valeurs-là qui vont rassurer la population que nous faisons confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette crise de confiance. Et il y a un adage qui vous dit que chaque peuple mérite ses dirigeants. Donc, c'est au peuple aujourd'hui de se définir le véritable profil de ceux qui doivent nous diriger demain. Si on ne parvient c'est le peuple qui vote ses dirigeants.
Absolument, c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, nous arrivons à un moment où nous ne voulons plus revivre les histoires de 2018, où le peuple a fait un choix sur un groupe d'individus qui avait été voté, mais au nom de la paix, on s'est dit, bon, on va accepter les résultats tels qu'on va nous les donner. Donc, ce processus ici, c'est un processus où nous-mêmes, population, nous devons nous dire qu'est-ce que nous voulons de notre pays, qu'est-ce que nous voulons de notre armée, quelle est la qualité d'homme que nous voulons, avec qui nous voulons être dirigés, quel est le système éducatif que nous voulons, quel est le budget que nous voulons. Et ça, avec l'implication de tout le monde, parce que je pense que tout le monde est victime dans cette situation. Oui. C'est-à-dire il y a des questions la de responsabilité partagée de tous les côtés alors. Du Non, côté de ceux qui ne sont pas au pouvoir, de ceux qui sont au pouvoir, oui, des jeunes, des mouvements, de la société civile, absolument, ce qui va avec. Les responsabilités sont partagées, mais si on pourrait les répartir en termes de pourcentage, je pense que la population a de moindres pourcentages, parce qu'elle a tout fait. Et les dirigeants... On nous a demandé d'organiser les élections et de participer, nous on a participé. Des manifestations de soutien aux institutions, nous les faisons. Des dénonciations, nous les faisons. Maintenant, quand nous faisons notre part, et en principe, la population ne se gère pas. La population a toujours été gérée sur base d'une vision, d'un programme et de projets bien concoctés par ceux qui veulent. Est-ce que vous pensez que cela suffit de dénoncer ou de manifester? Il fallait faire plus que ça. Oui, et on va continuer à le faire. De la part de nos dirigeants, nous ne cesserons d'abord de marcher. Ça, c'est la réalité dans une démocratie. La protestation des manifestations sur la voie publique, on ne peut pas les astreindre. Et ça, c'est l'article 220 de la Constitution qui dit. Comme nous sommes dans une province sous état de siège, l'état de siège ne veut pas dire qu'il faut violer les droits de l'homme. Ça ne viole pas, mais c'est une période exceptionnelle. Oui, maintenant, une période exceptionnelle, lorsque ça prend du temps, on fait quoi? Quand on parle d'une période exceptionnelle, ça veut dire que ça doit être écourté dans le temps et dans l'espace. La Constitution ne limite pas, mais le constituant lui-même, en évoquant l'exceptionnalité d'une certaine situation, ça veut dire que ça doit limiter. Et c'est limité dans le temps où on vous parle de 15 jours renouvelables ou 30 jours renouvelables. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autant. Soit 15, soit 30, et puis vous les renouvelez autant de fois, mais qui ne doit pas être pérennisé comme une situation normale. Revenons sur des questions de clientélisme, où on s'est dit, est-ce que nous sommes dans un pays où les chances sont équitables à tout le monde? Comment accéder aux fonctions officielles de l'État? Comment se retrouver dans les établissements et les entreprises de l'État? Nous connaissons la manière dont les choses sont faites. Ici, nous ne voyons que les offres d'emploi de l'État lorsqu'il s'agit d'aller dans l'armée ou dans la police. Mais est-ce qu'on ne peut pas nous dire que dans la DGM, on ne recrute pas? À l'OCC, on ne recrute pas. À l'ONATRA, on ne recrute pas. Il y a des nominations. Il y a des nominations, bien sûr, mais qui sont faites sur base d'un certain nombre de critères. Nous avons besoin d'un concours d'admission dans les entreprises de l'État. Nous avons besoin de concours d'admission dans tous les secteurs, publics que privés. Mais aujourd'hui, 80% de ceux qui travaillent, ils ont été recommandés. Parce qu'ils représentent un intérêt politique, et beaucoup plus c'est la politique maintenant qui s'abat sur tous les autres secteurs. Et vous voyez maintenant la confusion qu'il y a, tout le monde veut devenir politique. Ce qui n'est pas normal. Vous voyez les politiques qui sont là, dans les affaires. Vous les voyez avec ils accordent des exonérations, c'est leurs épouses parfois qui bénéficient des subventions de l'État. On se pose finalement la question, est-ce que nous devons être tous politiques pour accéder ou soit pour jouir des avantages qui nous appartiennent à nous tous? Mais il faut parfois accéder pour même devenir militaire, il faut passer par des rébellions, et ces rébellions sont entre guillemets cautionnées par certaines personnes qui sont en Kinshasa. Et puis on vous dit, lorsqu'il y aura négociation, nous allons vous glisser dans l'administration, nous allons vous reconduire avec vos grades que vous aviez dans l'armée. Donc la corruption, elle est devenue généralisée. Et si tout le monde ne s'inscrit pas dans cette logique-là, où il faut la dénoncer, quel que soit le prix qui va nous coûter, ça c'est une lutte acharnée dans laquelle tous les citoyens doivent s'inscrire, y compris les chefs de l'État. Parce que ces régimes ici, je vois que ces régimes luttent contre la corruption, alors qu'elle-même, c'est un régime venu de la corruption. Ce n'est plus un secret de Polichinelle. La Cinco l'a dit. Macron l'a dit que nous avons un président qui a été élu par rapport à un compromis à l'africaine. Pour autant dire que c'est difficile pour des gens qui sont le fruit d'une corruption, des antivaleurs, de lutter pour les mêmes faits qui ont fait à ce qui deviennent des autorités. Donc, un problème d'homme, on y revient encore, c'est à nous la population de se dire quelle est la qualité d'homme que nous voulons avoir
nous diriger demain. C'est là que si on laisse l'éducation civique l'éducation et civique, citoyenne et aussi et c'est là qu'on fait d'abord appel à la réforme du système éducatif. Est-ce que la population Ce système aujourd'hui, il n'est plus adapté. On enseigne nos enfants Diego Cao du 15e siècle. Qu'est-ce qu'il veut encore faire au 21e siècle? Il faut revoir les systèmes. Il faut revoir les systèmes éducatifs. Aujourd'hui, il y a des nouvelles sciences qui renaissent. L'entrepreneuriat, ça doit être incorporé dans notre système. L'informatique. La crypto-monnaie. Oui. Aujourd'hui, les numériques, au fait, ce sont de nouvelles sciences auxquelles nous devons nous habituer. Ça, c'est là où nous serons à un grand retard. On ne fait que changer des systèmes, LMD, des histoires. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Est-ce que nous avons des matériels? Est-ce que nous sommes adaptés? Qu'est-ce qui nous manque à nous? Qu'est-ce qui nous interdit à prendre, par exemple, le cours d'éducation civique et morale et les donner 120 points? Qui va nous interdire? Personne. Alors, on va chuter dans cette émission. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui souhaitent s'engager dans la lutte contre la corruption, le tribalisme, le clientélisme et la mauvaise gouvernance en RDC? Qu'est-ce qu'ils doivent Moi, c'est d'abord un appel à la solidarité, à notre génération d'abord, parce que nous, on est victimes de toutes ces antivaleurs, de ce système qui est déjà ancré de beaucoup de mots. Et là, je peux peut-être revenir dans l'histoire où toute cette classe politique qui nous dirige aujourd'hui sont des enfants de ceux qui avaient encore dirigé hier, depuis les années 60. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans la politique. Je ne sais pas si on a assez de temps pour vous dire les noms de certaines personnes dont leurs parents ont travaillé. Et ce pays est géré maintenant comme une dynastie où les pères travaillent, ils laissent l'héritage à leurs enfants. Les Kamitatu, les Bemba, les Tshisekedi, les Kabila, les Lumbulumbu, les Chipasa, les Mwando Simba, tous sont des enfants de ces vieux-là qui avaient encore travaillé. Donc, si nous ne nous solidarisons pas, nous serons des esclaves de toutes ces familles qui sont encore là et eux aussi préparent leurs enfants. Donc, c'est aussi un appel à la solidarité, à l'unité, mais également à la formation des réseaux. Nous devons nous constituer un réseau pour être beaucoup plus excellents et nous aider mutuellement. Et cela, c'est autour d'une vision, autour d'une idéologie, en tout cas basée sur des valeurs fondamentales, sur des principes et sur des règles de jeu. Nous devons nous classer. D'accord. Qui va faire quoi et comment? Et on commence à se préparer. Si ce n'est pas le cas, nous serons toujours considérés comme des jeunes manipulés, nous serons toujours utilisés, nous serons toujours divisés et nous opposer entre nous pour les intérêts de ceux qui sont encore aux affaires. D'accord. Alors, la dernière question, comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC dans la lutte contre ces fléaux et quelles sont les ententes ou vos attentes envers les dirigeants et la société dans l'ensemble? Moi, je suis d'accord que le Congo a un avenir très meilleur. Avec le dynamisme de cette jeunesse aujourd'hui, en tout cas, je nous vois dans les 37 prochaines années, parce que bientôt nous allons fêter les cinquantenaires, et nous devons nous préparer. Les centenaires, voilà. Les centenaires, c'est dans 37 ans. Oui. C'est-à-dire, les jeunes d'aujourd'hui doivent prendre conscience qu'on ne peut pas continuer dans cette médiocrité encore plus longtemps. Nous devons nous engager, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan de l'entrepreneuriat, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit dans la science. Nous devons nous préparer suffisamment. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous avons une responsabilité à porter. Et cette responsabilité nous revient à nous. Si on ne se prépare pas, si on ne fait rien pour ce pays, rien ne se fera. Comme Lumumba l'avait dit, sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni maintenant, ni jamais. Et c'est grâce à cette unité que nous pouvons croire à un Congo meilleur. Autour des projets, autour de l'unisson, parce que ceux qui avaient divisé Lumumba et Mobutu et Kasavubu sont encore là. Oui. Ils agissent de manière mystique et ils font toujours gagner à travers les divisions internes que nous avons. Aujourd'hui, on nous fait venir des Rwandais, on nous fait venir des Ougandais, des Kenyans et consorts. On soutient notre sécurité parce que nous n'avons pas été à mesure d'assurer notre souveraineté comme État, d'assurer notre indépendance comme peuple et notre dignité comme une population qui mérite mieux. Et on a un pays extrêmement riche, mais qui manque malheureusement des dirigeants qui se réunissent autour d'une vision. On ne disconvient pas que l'opposition peut exister, mais de quelle manière? Ça doit être une opposition constructive,
Lorsqu'il y a des questions d'intérêt général, nous devons nous mettre tous ensemble et discuter rapidement pour trouver des solutions. Pour nos petits problèmes, c'est normal parce qu'on ne peut pas évoluer dans une pensée unique. Ça existe toujours l'opposition, mais ça doit se faire de manière constructive, mais qu'on ait d'abord un plan qui nous aboutisse à converger à un but. Merci beaucoup, Christophe Mouissa. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Je vous dis merci d'avoir été des nôtres du début jusqu'à la fin. Monsieur Christophe, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Madame, messieurs, je vous fixe notre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Merci.